Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à Paris pour parler du Banque Populaire qui lance un prêt, le prêt Impact Agri. On aura l'occasion de vous expliquer pourquoi, justement, on a voulu faire un focus sur ce produit. Alors, je vais présenter tout d'abord mes invités. Stéphane Chapuis, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable du service AgroDev à la FNCUMA. FNCUMA, ça signifie ? Fédération nationale des CUMA, donc des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Voilà, on fait le tour de table avec Patrick Cochard, qui est conseiller indépendant, agroforesterie et agronomie. Oui, bonjour. Bonjour, mais surtout agroforesterie. Oui, c'est oui, l'essentiel de votre j'accompagne des activité. agriculteurs qui ont des projets agroforestiers. Voilà, exactement. Et à vos côtés, Michael Moulinier. Bonjour, Michael. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur du marché agriculture et viticulture, donc de Banque Populaire Grand Ouest. C'est bien ça. Et Grand Ouest, ça va d'où à où ? Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Bon, est-ce que vous pouvez déjà, on va démarrer par vous, nous présenter un peu les initiatives que vous entreprenez pour sensibiliser les agriculteurs à l'importance de la durabilité, si besoin était. Alors, les initiatives que Banque Populaire a prises sont nombreuses. Et depuis très longtemps, ça fait plus de 40 ans qu'on accompagne l'agriculture sur notre territoire français. Les plus importantes, je vais pouvoir vous parler des financements des énergies nouvelles et renouvelables. Donc on s'est armé d'experts sur tout le territoire qui accompagnent nos chargés d'affaires sur tout le périmètre. Ça va de la microméthanisation à la méthanisation, aux centrales photovoltaïques. Voilà, tout ce qui est énergie renouvelable, on a un réseau d'experts pour être au plus proche de nos agriculteurs et les accompagner sur ces sujets. Un autre exemple probant, c'est l'agrilismat de Cap Durable. Donc, à l'échelle du territoire, on finance du matériel à travers les concessions, les constructeurs. On a l'agrilismat de Cap Durable qui est plutôt orienté sur les sociétaires clients qui vont s'orienter vers des pratiques durables. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Ça va être du financement de bineuses, de buteuses sur le travail des sols. On va avoir la lutte contre les aléas climatiques, de l'asperceur jusqu'au filet anti-grêle. Et on va aussi accompagner à travers ce financement tout ce qui est pour favoriser la charge de travail des agriculteurs. Donc les charges répétitives, par exemple, en finançant des exosquelettes. Et bientôt, et c'est l'objet de notre tour de table, c'est le prêt Impact Agri que nous allons commencer à déployer d'ici 15 jours à peu près. D'accord. Alors justement, puisqu'on en avait parlé, expliquez-nous le principe. Alors c'est relativement simple, c'est très innovant parce qu'on est les premiers à mettre en place ce prêt Impact. C'est simple, c'est un financement à la base, donc un financement pour nos agriculteurs, financement de tous les objets sont possibles. Et l'agriculteur, avec son chargé d'affaires, Banque Populaire, va déterminer parmi une liste exhaustive de critères extra-financiers, jusqu'à 3 critères extra-financiers, plutôt axés, on en a mis en avant 10, sur l'agriculture. Donc ces critères extra-financiers, une fois par an, une fois qu'il les a déterminés qui sont bien au contrat de crédit, une fois par an, il aura la possibilité de nous fournir une attestation signée, attestée par son expert comptable quand il y aura besoin, pour nous démontrer qu'il s'est engagé dans une démarche RSE, sur le volet environnemental, sur le volet social, et qu'il a rempli son contrat. Si, une fois par an, à date anniversaire, il nous remet les attestations, jusqu'à 3, eh bien, il aura une rétrocession d'intérêt sur l'année. C'est une façon de créer une dynamique, donner une impulsion. Alors, effectivement, c'est exactement ça, une dynamique, une impulsion. Le public concerné, c'est simple, c'est les agris qui sont déjà embarqués, déjà engagés dans des démarches RSE. Je vous l'ai dit, aspect environnemental, aspect social. Mais c'est aussi donner l'envie à ceux qui n'ont pas franchi le pas d'aller vers ces démarches-là. Stéphane ou Patrick, comment vous réagissez ? Stéphane. C'est intéressant parce que ça montre que les acteurs bancaires s'intéressent à la récompense de ceux qui font déjà bien. C'est-à-dire que la plupart des dispositifs s'intéressent au changement. On va aller voir des gens qui pourraient améliorer leurs pratiques et on va les aider. Et là, c'est pas forcément que pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît aussi qu'un certain nombre d'agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques et qui veulent continuer à le faire, que ça mobilise de l'investissement et qu'on peut avoir une forme de bonification du poids des intérêts.
C'est intéressant aussi dans la démarche qu'on a eue avec la Banque Populaire et qui nous soutient dans ce sens-là, qu'on puisse reconnaître aussi la notion de partage du matériel comme étant un facteur de responsabilité. On a sorti il y a quelques mois un plaidoyer pour la mécanisation responsable de l'agriculture et on reste intimement convaincu qu'au-delà du partage de la machine, le partage d'expérience, le partage de savoir autour de la machine dans les groupes est quand même une clé pour faire changer les pratiques. Puisque je le répète, c'est rarement le matériel qui est agroécologique ou respectueux de l'environnement, c'est la pratique qu'on met derrière. C'est un effet de levier qui est intéressant. Patrick? Oui, pour rebondir, ça correspond bien à ce que j'ai déjà observé régulièrement, le problème de nous on fait déjà bien et qu'est-ce qu'on a? Non, vous allez être financé pour les nouvelles choses que vous allez faire de bien. Donc ça existe sur l'arbre agricole, puisque on parlait de la haie, mais j'ai tendance à plutôt parler de l'arbre agricole en général, parce qu'il n'y a pas que des haies, il y a des arbres isolés, il y a tout un lot de choses comme ça. Et il y a ceux qui les ont maintenus, ceux qui en ont installé aussi depuis des années, parfois sans aide. Maintenant, il y a des aides, et donc c'est bien, mais il y a ceux qui ont décidé par eux-mêmes, j'en connais certains, comme les aides tardaient à venir, ils en ont eu marre, ils ont dit moi j'installe, je fais, je m'en occupe pas. Et... Ouais, l'exemple de la haie, il est intéressant parce qu'en plus c'est typiquement l'énergie qu'on sait produire depuis très longtemps. C'est-à-dire que dire à un agriculteur qu'il faut valoriser ses bois de bord de champ, il va se marrer. En fait, ça fait des décennies qu'on le fait, des générations qu'on le fait. Par contre, on voit que, par exemple, des filières de mécanisation de ce bois-là, de l'entretien de l'arbre, mais surtout de valorisation de ce bois-là, que nous, on accompagne beaucoup et on a même monté des structures coopératives départementales avec les acteurs territoriaux, en fait, ça nécessite quand même de l'investissement. Et un investissement qui jusqu'à maintenant, beaucoup, très cher. Du bâtiment, de stockage, de séchage, des machines de broyage, du transport, le tout dans une boucle vertueuse et locale. Et jusqu'à maintenant, ils étaient financés comme les autres en fait. La différence du prêt impact, c'est qu'on apporte quelque part une reconnaissance de ces actions de RSE nécessitant de l'investissement. Alors effectivement, vous parlez de haies, vous parlez de mutualisation du matériel, donc je vais vous donner du factuel par rapport aux critères extra-financiers. Un critère extra-financier, par exemple, c'est la plantation de haies. Donc avec la plantation à partir de 10 mètres linéaires pour 10 hectares détenus en pleine propriété, le critère extra-financier peut être sollicité. Mutualisation du matériel, c'est un critère, le recours à la CUMA. Et la progression du recours à la CUMA, constatée dans le bilan par l'augmentation des charges CUMA, est un critère que l'agriculteur demain pourra choisir et que nous allons suivre. Ce qui reste très accessible, 10 mètres pour 10 hectares. C'est parce que vous voulez créer en fait le mouvement, c'est-à-dire impulser. Vous n'êtes pas très exigeant sur le critère. Alors, on veut vraiment impulser. Et c'est des critères qui sont évidemment accessible. On n'est pas dans dans l'élitisme ou dans les niveaux trop élevés. Et puis on ne veut surtout pas aller dans l'agri-washing. C'est vraiment accessible et réalisable. Pour faire bouger, il faut du monde. C'est très bien. Il y a des gens qui se sont lancés il y a 20 ans, qui ont défriché quelque part les chemins de l'agroforesterie, de la plante campagne, de la haie et de la valorisation. L'enjeu, c'est de le massifier. En fait, si on veut faire bouger, il faut emmener le 80% de gens qui ne sont pas contre, mais qui n'ont pas encore trouvé complètement la quadrature du cercle sur leur exploit, à se lancer. Et si on démarre avec 10 mètres pour 10 hectares, c'est un début. Et puis voilà, ça donnera envie de faire le reste. Ça montrera que c'est possible. On peut y aller, voilà, c'est ça. On peut y aller. Et si vous nous écoutez, il faut y aller. Ça veut dire que quelqu'un qui en aurait déjà, c'est bon, ça compte? Alors, parce que moi, les 10 mètres pour 10 hectares, j'en ai certains, ils les ont. Alors, je pense qu'il y a une démarche active. C'est une démarche active et il reste surtout des haies encore à planter par rapport à leur superficie en pleine propriété. Mais ceux qui ont déjà fait la démarche, effectivement, on va plutôt sur ce critère-là les accompagner dans le gap supplémentaire et peut-être les orienter vers un autre critère extra-financier. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une trentaine de critères extra-financiers, dont une dizaine sur pur agri. L'avantage, c'est qu'on sait que l'arbre est le support de plein d'autres choses. C'est-à-dire que sur des enjeux de qualité de l'eau, de biodiversité, même de bien-être animal pour de l'ombrage en période estivale, et on sait que le dérèglement climatique joue dans ce sens-là. Sur l'usage de l'arbre en agriculture, l'arbre agricole, là je reviens toujours parce que j'aime bien qu'on revienne en général l'arbre agricole. En élevage, on est à peu près proche de l'évidence. Il y a le bien-être animal, sur certains élevages, il y a des études de plus de 30 ans où on sait même exactement, presque au mètre près, où on doit mettre les arbres. Donc on a plein de choses. Sur la grande culture, on a aussi des effets qui commencent à être mesurés, c'est-à-dire qu'on voit souvent l'effet négatif à proximité
des arbres. Et à plus grande distance d'une haie, on sait qu'on a une partie où il y a un impact positif sur le rendement. Donc ça, on sait que ça fonctionne. Mais le plus difficile là-dedans, c'est même installer la haie, c'est facile. Enfin, l'arbre, je caricature un peu, hein, c'est des fois facile. Derrière, ça va être l'entretien. Ça va être le matériel, la mise en commun même de travail. Parce que... Ouais, et puis même la chaîne de valeur qui va derrière. Enfin, il faut voir l'arbre pour ses bienfaits pour l'environnement, mais il faut aussi le voir comme un facteur de diversification économique de l'activité agricole. Enfin, c'est une forme d'énergie renouvelable, il faut l'appeler comme ça. L'arbre n'est pas désuet, et effectivement, il y a des enjeux d'investissement dans les structurations de filières qui sont conséquents. Voilà, avoir une plateforme de regroupement, pouvoir charger et transporter pour une collectivité territoriale. Mais il y a plein d'usages. En fait, on voit qu'il y a des usages. On pense énergie, mais il y a plein d'usages, même quand on a de l'arbre comme ça à entretenir. Alors là, on n'a pas grand-chose à sortir, mais quand on vient l'exploiter au bout d'un certain nombre d'années, quand il est mature, on va faire de l'énergie, mais on va faire aussi de la plaquette. Si vous avez de l'élevage, ça va faire du paillage. On va faire de la plaquette pour replanter d'autres arbres. Voilà, il y a tout un lot d'usages. Donc, il n'y a pas que les usages annexes, principaux qu'on voit pour la société, mais aussi pour l'agriculteur. On a une émission qui s'appelle Power Boost, on fait des reportages partout. Alors on avait compris que le matériel coûtait très cher, on avait compris qu'on allait manquer de semences adaptées au cahier des charges qui doivent mettre en avant plutôt les espèces locales que les espèces importées et qu'il allait avoir des problématiques là-dessus. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que implanter une haie aujourd'hui, il faut avoir une sorte de besoin en fond de roulement parce que entre le moment où on va peut-être avoir des aides et le moment où on implante, il y a quelques mois qui s'écoulent. Alors c'est là où le rôle de la banque on intervient effectivement. Là on parle d'un prêt à impact, c'est bien décorrélé au financement de la haie. On peut avoir un prêt impact avec un critère extra-financier sur la CUMA et sur la plantation de haies, mais bien évidemment le rôle de la banque et en l'occurrence de Banque Populaire, c'est d'accompagner aussi sur le financement de l'implantation de la haie à travers des courts termes. On parlait tout à l'heure des subventions, parce que c'est quand même des projets qui sont subventionnés. Et bien la banque intervient par la mise en place de court terme subventions qui permettent de pallier à effectivement ce besoin de trésorerie, sur 8 mois, 1 an. Ponctuel, relativement court, ça dépend de la vitesse du paiement des aides, mais qui peut être important. C'est-à-dire que voilà, moi j'en discutais tout à l'heure, j'ai des cas où on a demandé une avance à l'exploitant de l'ordre de 20 000 euros j'ai dit en novembre et la plantation a commencé hier. Le temps qu'on fasse la réception et qu'il ait les aides, on va rajouter 2 mois. Donc de novembre à avril ou mai. Pour un projet de quelle longueur de haie, par exemple, pour avoir juste un ordre là, quand même, à 20 000 euros, on commence à être dans 2 km, enfin 1 ou 2 km de haie. Et les chantiers moyens, ils sont de combien? Enfin, comment vous les voyez-vous? Ça dépend. En fait, ça dépend de chacun, parce que moi, j'ai tendance à avoir plutôt des gens qui ont des gros chantiers. Après, il y a aussi dans les gens que j'ai accompagnés, certains qui ont des plus petits chantiers. Donc dans ceux que j'ai accompagnés, je vais de 300 mètres à 4 km. Voilà. Après, il faut que ça tienne la route, parce que le gros problème, c'est qu'il faut bien préparer le avant, mais il faut aussi préparer le après, au moment où on est en train de planter. Mais oui, parce que voilà, c'est ça, on a des frais qui sont liés notamment à, on va dire quoi, l'entretien. Il y a les frais, il y a le temps à prévoir, soit si on n'est pas capable de le faire soi-même, prévoir de prendre du temps, quelqu'un qui va venir le faire, mais il y aura besoin, parce que planter un arbre, c'est pas juste je pose l'arbre et ça y est, je reviens, dans 10 ans, c'est bon, il est prêt. Surtout dans notre milieu agricole. On a besoin de prévoir de l'entretien. Après, à long terme, quand ça va devenir de l'exploitation, du matériel, ça existe dans d'autres régions. Moi, ma région Grand Est, la FR CUMA commence à le travailler. Oui. Parce que j'ai échangé avec eux, j'ai travaillé un petit peu avec eux là-dessus. Mais on en est un peu au début sur notre partie agricole. C'est-à-dire qu'on sait le faire chez les forestiers, mais à notre petite échelle
agricole, on est un petit peu, Oui. ça sera les CUMA qui seront notre aide. Il y a du transfert de compétences à faire. On sait que dans ces formats-là, on est plutôt bon côté réseau CUMA sur le transfert de démarches de progrès existantes ailleurs. Et puis on a aussi d'autres exemples dans le réseau. C'est-à-dire que là, le cas de Grand Est, c'est une volonté de se lancer et d'y investir du temps et des moyens. Et il y a d'autres territoires où c'est déjà largement implanté. Enfin, voilà, je pense à l'ouest de la France qui s'est structuré il y a une vingtaine d'années sur ces sujets-là. Le sud-ouest aussi, avec des formats Même en de Bourgogne, connexion. Franche-Comté, hein. Ouais, et on a en ce moment, nous, des travaux avec la fac, par exemple, dans le cadre du label haie, sur l'identification de prestataires capables d'entretenir la haie dans un cadre cohérent et du label haie, c'est-à-dire avec une pratique respectueuse de la physiologie de l'arbre. Et on travaille, nous, en tant que CUMA, comme prestataires potentiels, mais aussi avec des bûcherons, avec des entreprises de travaux agricoles, avec les acteurs du territoire. On n'est pas du tout sectaire. L'enjeu, c'est encore une fois, c'est de faire bouger les choses, avancer les choses, et faire progresser par petits pas, mais on y arrivera. Et de ne pas laisser l'agriculteur isolé. Parce Voilà. qu'actuellement, c'est un peu ça Mais le problème. voilà, c'est ça. Souvent, il est peut-être. Alors, justement, Michael, vous dites aujourd'hui, il y a plein d'opportunités, justement, pour intégrer des pratiques durables, et vous êtes prêt à les accompagner. Exactement, à travers le prêt Impact Agri, à travers les courts termes qu'on devra mettre en place pour l'implantation de haies. Voilà. Et après, effectivement, il y a un intérêt financier pour l'agriculteur, mais ce n'est pas que cet intérêt financier. On veut vraiment s'inscrire dans l'accompagnement de démarches initiées ou déjà actées par nos agriculteurs. Bon. Michael Moulinier, merci beaucoup. Ça veut Merci. dire que la porte est ouverte, très concrètement. Patrick Cochard, merci beaucoup. Merci. Et puis Stéphane Chapuis, merci d'être venu ici en direct du Salon de l'Agriculture. Merci Jean-Paul. Et merci à vous.